Éliminatoire football mondial 2018, la 5e et avant-dernière journée a débuté aujourd'hui pour la zone Afrique. Ce soir, la Côte d'Ivoire affronte le Mali. Le match se joue à Bamako. Nous sommes au mois d'octobre, après la pluie qui s'est abattue sur le district toute la nuit d'hier jusqu'aux environs de 10 h ce matin. Abidjan, sous les eaux, le constat de la rédaction. 6 octobre 1973, pour l'éphéméride, l'on s'intéressera à cette date. Elle marque le début de la guerre du Kippour. Ce jour-là, l'armée égyptienne prend à revers les troupes israéliennes dans le Sinaï. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, éliminatoire football mondial 2018, la 5e et avant-dernière journée zone Afrique débute aujourd'hui. Ce soir, les éléphants affrontent la sélection malienne. Le match se joue à Bamako au Mali. Les éléphants 7 points doivent s'imposer à tout prix pour éviter d'être rejoints ou dépassés par le Maroc qui a 6 points et le Gabon 5 points. Une note triste en bref et en image, un footballeur tué dans un braquage ici à Abidjan. L'international ivoirien Georges-Henri Aboubakar Griffiths a été abattu jeudi soir par des braqueurs qui ont emporté son véhicule. L'attaquant évoluait dans l'équipe de Diosgyör en Hongrie. La compétition n'avait plus été organisée depuis 1999. Après 18 ans d'arrêt, l'Open de golf de Côte d'Ivoire reprend ses droits. La 19e édition, dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, se déroulera du 11 au 15 octobre prochain. Salif Ouattara, Ngamblé Konaté. L'Open de golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, reprend ses droits après 18 ans d'interruption. Ce grand rendez-vous golfique qui a vu le jour en 1980 n'avait plus été organisé depuis 1999 à cause de la situation sociopolitique. Une centaine de golfeurs, amateurs et professionnels d'Afrique et d'Europe se défieront du 11 au 15 octobre 2017 sur le parcours des 18 trous de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Pour Emmanuel Lussin Kofi Kwaku, président de la Fédération ivoirienne de golf, cette 19e édition marque le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène golfique internationale. Ça va être la renaissance de l'Open de Côte d'Ivoire. On était un peu frustrés de voir que tous les pays africains autour de nous faisaient de l'Open et que la Côte d'Ivoire ne faisait plus d'Open. Alors que dans les années 80-90, ce parcours que vous voyez était classé 5e mondial et la Côte d'Ivoire faisait partie du circuit européen. On l'a perdu, on veut revenir à ce niveau. De grands noms du golf sont annoncés. Aïn Poutler, vainqueur de la précédente édition et actuellement joueur sur des tours prestigieux tels que l'European Tour et le PGA Tour, sera présent. C'est l'occasion pour tous les Ivoiriens de venir voir les professionnels ivoiriens jouer contre des professionnels d'Afrique et du monde. C'est l'occasion de venir encourager les Ivoiriens à gagner cet Open. Le vainqueur de l'Open de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, remportera la prime de 6 500 000 francs CFA. Le district d'Abidjan sous les eaux en ce début du mois d'octobre, après la pluie qui s'est abattue toute la nuit de jeudi jusqu'aux environs de 10 h ce matin. De nombreux dégâts constatés, des voies coupées impraticables dans la commune de Koumassi. C'est bien le calvaire. Konaté Moussa. C'est toujours le même scénario. Chaque fois qu'il pleut, difficile pour ces populations de Koumassi de se déplacer aisément. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Et une fois de plus, ses habitants ont le pied dans l'eau. Ce matin, on est quitté à la maison. On a marché dans de l'eau sale pour aller à l'école. Et au retour, c'est la même. Ceux qui sont tombés ici, là, ça vaut 20 personnes. Moto est rentré. Ceux qui vont à l'école, ils sont rentrés. Moi-même, j'étais là à 6 h du matin. 6 h jusqu'à l'air là. Ceux qui sont tombés dans l'eau, là, ça vaut 20 personnes. Les élèves, les motos, les piétons. Donc, il trouve la licence, c'est pas qu'il y a trou. Il vient, il veut passer net là, il tombe. Pas question pour ce véhicule de poursuivre son chemin. C'est parce que je ne peux pas. On dit qu'il y a un gros trou là, donc il risque de rester là. Donc, il vaut mieux de retourner. Circuler dans les eaux usées, c'est désormais une habitude pour ces personnes. Ces commerçantes mènent difficilement leurs activités. Chaque fois qu'il pleut, on n'est pas tranquille ici. Même dans nos maisons, on n'est pas tranquille. Tu vas jamais là. Si tu dis comment c'est taxi, tu ne prends pas. Tu vas à Bobo, tu dis comment c'est taxi, tu ne prends pas. C'est pas bon. Toi-même, voyez-moi, il vient d'Adjamé comme ça tout de suite là. Je peux la dire si ce n'est pas 4 000, il ne vient pas. Chez nous, il n'y a pas de route. On pourrait le dire, la pluie est source d'inquiétude pour les résidents de la commune de Koumassi.
En image, lutte contre les médicaments de la rue. Une opération de saisie et de destruction de médicaments prohibés a eu lieu ce vendredi au marché du Forum d'Adjamé. Cette descente à l'initiative du COTRAMED, le comité interministériel de lutte contre le trafic, s'inscrit dans le processus d'une vaste opération de destruction de Roxy, le marché noir de vente de médicaments prohibés. Des journalistes repartent le temps d'une journée sur les bancs. L'atelier sur les techniques rédactionnelles en journalisme était organisé ce vendredi par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Honorine Anigori. Ces sessions de formation du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, à l'intention des hommes de médias, visent à leur permettre d'approfondir leurs connaissances. C'est pour une presse plus professionnelle. Cinquième session, je pense que c'est la session des malades à maturité. Je pense qu'on a eu à apprendre beaucoup de choses et je crois qu'aujourd'hui ce sont les techniques rédactionnelles. Je pense que c'est un peu ce que nous voulons apprendre aux journalistes et faire en sorte qu'ils puissent être maîtres en tout cas de techniques de rédaction. C'est un peu ce que nous essayons de faire à chaque session. Nous pensons que cette session a été une session qui vient démontrer que nous avons eu raison. De faire créer en tout cas ce cadre de rencontre et de formation pour permettre aux journalistes de se remettre à niveau. La cinquième session a porté sur les sous-thèmes, le compte-rendu et l'interview. Elle s'est tenue au siège du Conseil national de la presse. C'est à la grande satisfaction des participants qui se réjouissent d'apprendre de nouveau. Il y a plusieurs types d'interviews parce qu'auparavant, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types d'interviews. Pour moi, l'interview, c'était juste l'interview. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y avait 6 types d'interviews. Donc, ça m'a permis de connaître l'interview en gros. Il nous a aussi parlé de ce que nous avons pour habitude de faire qui n'était pas du tout bien en tant que journaliste, pour dire que nous noyons quelquefois le métier de journaliste par notre manière de faire. Et c'est tout ce qu'il nous a donné comme formation aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis très réjoui et je pense que c'est un plus dans la pratique de notre métier. À travers cette séance de formation, à notre niveau, on va perfectionner notre manière d'écrire, notre manière de faire les interviews, notre manière de faire les enquêtes et tout ça. Le Fonds de soutien et de développement de la presse appuie financièrement le GEPSI dans ses actions en faveur des journalistes. Au niveau de nos missions, nous finançons la formation pour les entreprises de presse et de communication audiovisuelle et pour les organisations professionnelles également. C'est à ce titre que nous avons donc financé ce projet de formation, le projet de renforcement des capacités des acteurs de la presse. Et tout ce qui concourt donc à l'amélioration de la performance ou à l'amélioration donc de la qualité donc des journalistes, le fonds est toujours là pour accompagner donc les organisations professionnelles. Dénommé École du GEPSI, le formateur Zio Moussa, président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie OLPED, instruit les journalistes sur les principes fondamentaux du métier. La communauté musulmane libanaise en Côte d'Ivoire a commémoré l'Achoura et comme chaque année, elle a organisé une opération don de sang. Herman Niamien nous en dit un peu plus. L'enceinte du complexe culturel Al-Zahara de Makori pris d'assaut par de nombreux fidèles musulmans libanais. Ils commémorent ainsi l'Achoura ou le martyre de l'imam El Hussein. Le jour de l'Achoura représente symboliquement aussi un jour grandiose de générosité et de compassion puisque c'est le jour du martyr du petit-fils du prophète Mohammed qui a donné son sang pour l'équité et pour le bien des gens. En plus de la célébration du deuil, ces Libanais ont organisé une opération de don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. En commémoration au martyr de notre imam Hussein, toute la communauté libanaise concernée se voit dans un devoir de donner le sang au peuple frère qui est les Ivoiriens et pour sauver les malades qui en ont besoin. Je pense que c'est un geste de la vie et on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont besoin de sang. Et on peut pas, quand on peut donner, il ne faut pas s'abstenir. Cette initiative de la communauté libanaise est saluée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour lui, ce geste de la communauté libanaise est une bouffée d'oxygène pour sa structure. La situation en Côte d'Ivoire n'est pas encore reluisante en matière de sang. Nous sommes aujourd'hui à 168 000 poches de sang.
les besoins de la Côte d'Ivoire sont de 240 000 poches de sang dans l'année. Donc, vous voyez qu'il y a encore un petit gap de 70 000 poches de sang. Et c'est pour cela que l'exemple de Al-Gadir est à suivre. Plus de 600 poches de sang ont été collectées au cours de cette opération de don de sang qui est à sa 20e édition. C'était le 6 octobre 1973. L'armée égyptienne franchit le canal de Suez à la faveur de la fête juive du Yom Kippour, appelée aussi la fête du Grand Pardon. Elle prend à revers les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï depuis juin 1967. C'est le début de la guerre du Kippour. Votre page d'histoire avec Moussa Kounaté. 6 octobre 1973, une nouvelle guerre israélo-arabe embrasse le Proche-Orient. C'est le début de la guerre du Kippour. Début octobre, des troupes, tant syriennes qu'égyptiennes, se concentrent aux frontières avec Israël. Ces mouvements sont considérés comme des exercices par les autorités israéliennes qui ne peuvent envisager une opération arabe contre eux, compte tenu de la supériorité des forces israéliennes. L'attaque a eu lieu le 6 octobre en pleine fête juive, la fête du Yom Kippour, le grand pardon pendant laquelle se recueillent beaucoup d'Israéliens. Les forces égyptiennes et syriennes, environ 500 000 soldats, lancent l'offensive contre Israël, les premières sur le canal, les secondes sur le Golan. Les forces égyptiennes franchissent le canal et entrent dans le Sinaï sur 180 km. Quant aux forces syriennes, elles reprennent rapidement le mont Hermon et Kouneitra. En ce jour de fête religieuse, Israël est surpris de l'attaque, mais l'armée israélienne, forte de 350 000 hommes, à la suite de la mobilisation des réservistes, reprend l'avantage. L'aviation israélienne bombarde des infrastructures stratégiques syriennes, ports, installations pétrolières, centrales électriques. De leur côté, les soviétiques fournissent des armes à l'Égypte et à la Syrie. Dès le 10 octobre, par un pont aérien, les opérations sont plus lentes dans le Sinaï. Israël manque de matériel militaire après les opérations contre la Syrie. L'aide américaine est sollicitée. Les livraisons commencent le 14 octobre et le même jour, l'armée israélienne reprend le canal et le franchit. Au plan international, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni dès le 8 octobre, suit le déroulement du conflit. Mais les avis divergent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Ainsi, au début du conflit, l'Union soviétique refuse le cessez-le-feu afin de laisser à l'Égypte et à la Syrie leur chance. L'Égypte le refuse également, voulant qu'Israël s'engage avant l'arrêt des combats à rendre les territoires occupés en 1967. De son côté, Israël n'envisage pas la fin des combats sans une victoire territoriale totale devant l'avancée des Israéliens en territoire égyptien. L'Union soviétique demande enfin le cessez-le-feu. Le 22 octobre, le Conseil de sécurité vote la résolution 338 qui demande le cessez-le-feu dans les 12 heures à venir. La résolution 338 est acceptée le 22 octobre par l'Égypte et par Israël, et le 23 octobre par la Syrie. Mais les combats se poursuivent en Égypte. Le 23 octobre, le Conseil de sécurité vote une nouvelle résolution, la 339, qui demande le cessez-le-feu et le retour aux lignes de cessez-le-feu du 22 octobre. Si le cessez-le-feu est respecté, Israël refuse en revanche de revenir sur ses positions du 22 octobre. La guerre du Kippour a également des répercussions sur le plan économique. Le 17 octobre à Koweït, les États arabes producteurs de pétrole décident de réduire de 5% leur production pétrolière jusqu'à ce qu'Israël rend les territoires pris en 1967. Puis, un embargo est décidé contre les États-Unis le 20 octobre à la suite de l'aide militaire apportée à Israël dès le 14 octobre. Les conséquences sont une hausse du pétrole. Été 1973, 3,07 $ le baril. 20 octobre 1973, 18 $ le baril. C'est le premier choc. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.